Bonjour à tous et bienvenue dans cette suite du cours consacré à la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, on va voir la question de la guerre totale, c'est-à-dire comment les civils et les combattants ont été mobilisés dans la guerre et comment toute la société était au service de la guerre. Alors vous voyez sur cette photographie qu'on est dans une usine d'armement et on voit des femmes en train de faire des balles. Pourquoi est-ce que les femmes sont en train de travailler dans une usine d'armement et de faire des balles? Et bien parce que la majorité des hommes, tous ceux qui sont en âge de combattre, sont au front. Donc, vous avez une réorganisation de la société qui se met en place durant la Première Guerre mondiale. Comme je vous ai dit, on pensait que la guerre serait courte. On avait des stocks de munitions. Simplement, une fois que les munitions qu'on avait en stock ont été épuisées, qu'elles ont été utilisées, et qu'on réalise que la guerre est longue et qu'elle va durer, ça signifie qu'il faut produire en continu pour alimenter cette guerre, d'accord? C'est comme un grand feu auquel il faut amener du combustible. Donc il faut réorganiser toute l'organisation de la société, tout simplement, pour que la guerre puisse durer et que l'effort de guerre, c'est-à-dire l'effort que fait chacun et que fait chaque partie de la société, d'accord, soit le plus efficace possible pour espérer obtenir la victoire. Donc on voit que dans les usines d'armement, dans toutes les usines, une grande partie des hommes sont remplacés par des femmes, femmes de tous âges d'ailleurs, vous voyez bien, tout le monde, qui peut faire un effort doit aider. C'est aussi simple que ça. Tout le monde doit être au service de l'effort de guerre. Et c'est ça qu'on appelle la guerre totale. La guerre totale, c'est pas que la guerre est plus grande ou qu'elle est partout. C'est qu'elle est totale au sens où toute la société est au service de la guerre. Aujourd'hui, la France est un pays où l'armée, par exemple, est présente en Afrique et où il y a des soldats qui combattent. Simplement, cette guerre-là, elle ne vous impacte pas, elle ne change pas votre vie. Tous les matins, vous n'êtes pas à vous dire, tiens, je vais travailler pour cet effort de guerre-là. Parce qu'on n'est pas dans une guerre totale. La guerre totale, c'est quand la distinction entre ceux qui combattent et ceux qui sont à l'arrière devient floue, c'est-à-dire que tout le monde doit faire sa part pour soutenir l'effort de guerre. Donc les femmes ont joué un très grand rôle évidemment, on les voit ici infirmières, il faut s'occuper des combattants blessés, il faut soigner ceux qui peuvent l'être, elles remplacent une partie des hommes au champ, aider des enfants évidemment, vous en voyez un là. Elles vont servir aussi de marraines de guerre. Alors les marraines de guerre c'est quelque chose qui est très important, c'est ce qu'on appelle du soutien psychologique. Vous avez un certain nombre de soldats qui n'ont pas de famille, soit qu'ils étaient orphelins, soit que leurs parents soient décédés, soit que pour différentes raisons. Il y a des soldats qui n'ont personne à écrire, ils sont seuls au front. Et pour les soutenir, pour les aider à tenir, parce qu'à l'époque, on n'utilise pas le téléphone, il n'y a pas de portable ni de SMS, vous doutez bien. Donc on correspond, on écrit des lettres. Et bien les marraines de guerre, c'est des femmes qui proposent d'être correspondantes avec un soldat. Et donc elles échangent pour prendre des nouvelles, pour qu'il ait quelqu'un à l'arrière qui pense à lui. Et pourquoi est-ce que c'est important sur un plan psychologique? Parce que ça donne à ce soldat une raison de lutter. Il se dit, ah, je la verrai peut-être après, ou au moins il y a quelqu'un qui pense à moi. C'est très important cette dimension psychologique. Alors cette guerre, elle est totale aussi parce que les civils vont la subir. Certes, vous avez le front où les combats sont d'une violence incroyable, mais vous avez aussi la zone occupée, je vous en ai parlé. Le nord de la France, l'équivalent du Pas-de-Calais actuel, la région de Lille, est sous occupation allemande. Et pendant les premiers mois de la guerre, elle a subi les bombardements. Et régulièrement, vous avez des villes à 30, 40, 50 km à l'arrière du front qui prendront des obus. Alors la guerre est totale, on mobilise aussi les enfants. Vous voyez ici, on a une affiche d'une école communale. On a demandé à des enfants de réaliser et qui dit nous saurons nous en priver. Et là, on voit des petits enfants devant une devanture de magasin. Et qu'est-ce que c'est? Les bonbons. Alors pourquoi est-ce qu'ils doivent se priver? C'est très simple. Puisqu'il faut que tout ce qui soit utile serve à la guerre, ça veut dire que tout ce qui n'est pas utile à la guerre, on doit arrêter de le produire. Donc vous avez tout un tas de produits qu'on va rationner, qu'on va limiter ou arrêter de faire. On demande aux gens de se restreindre, de limiter leur consommation. Notamment leur consommation de quoi? De charbon. Pourquoi? Le charbon c'est essentiel à l'époque parce que c'est avec ça qu'on chauffe. Donc on demande aux gens, non pas de plus chauffer, mais d'économiser un maximum pour que tout le charbon qu'on a puisse aller dans les usines pour faire quoi? De l'acier, des canons, des armes. De même, on demande aux paysans de travailler énormément, il faut semer du blé. Pourquoi? Parce qu'il faut produire, il faut nourrir ces soldats, il faut nourrir tous ceux qui travaillent pour l'effort de guerre. On dit aux gens, économisez le gaz, le pétrole, l'essence, le gaz pour les usines, l'essence pour faire tourner les camions. Bref, on dit aux gens, économisez tout ce dont vous n'avez pas besoin
économisez-le, vous voyez, fumeur à l'arrière. À l'arrière, c'est par rapport au front. Vous qui ne combattez pas, économisez le tabac pour que nos soldats n'en manquent pas. Réservez le vin pour nos poilus. Les soldats sont surnommés les poilus, vous vous souvenez, parce qu'effectivement, les conditions d'hygiène sont très mauvaises dans les tranchées. Et ils ne peuvent pas se laver tous les jours. Ce qui fait que quand ils reviennent du front après plusieurs jours ou plusieurs semaines, ils ont en général une grande barbe et ils ont un air hirsute et un peu sauvage. Donc on les appelle les poilus. Bon, que tout ce qui peut les aider à tenir leur soit envoyé. Alors vous avez donc toute l'économie et la société qui se met au service de ça, mais rappelez-vous qu'à l'époque, on est à l'époque des grands empires. Et les colonies aussi vont devoir servir l'effort de guerre. Et notamment pour la France et l'Angleterre, il va s'agir d'hommes, ce qu'on appelle en France les tirailleurs sénégalais, les troupes coloniales. Alors sénégalais, c'est pas parce qu'ils viennent du pays du Sénégal. Hein. Ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais, c'est tous les combattants d'Afrique subsaharienne, d'accord? Ils étaient appelés sénégalais parce que les premiers bataillons venaient du Sénégal, donc on les avait appelés comme ça. Et on va donc se retrouver avec des troupes coloniales, donc des combattants du monde entier. C'est pour ça que cette guerre est mondiale, parce qu'on a des combattants africains ou asiatiques. Là, vous avez des Marocains qui sont en train de combattre dans le nord de la France. Vous aurez des soldats d'Afrique subsaharienne qui viennent combattre aussi, qui seront là le jour du défilé de la victoire. Hein. Là, on est le 14 juillet 1919. Vous voyez les troupes africaines qui défilent, les troupes coloniales en plein Paris. On a fait venir des travailleurs, comme on manque de main-d'œuvre. Il faut construire, par exemple, des lignes de chemin de fer pour mieux approvisionner le front. Quand on a créé les lignes de chemin de fer, elles reliaient les villes. Lorsque le front s'est constitué, il s'est fait là où les deux armées s'étaient arrêtées à la fin 1914. Donc, des fois, dans des zones où il n'y avait pas une gare de grande importance à proximité, etc. Donc, il a fallu construire toute une logistique, il a fallu aménager le territoire pour qu'il corresponde aux besoins de la guerre. Et pour ça, on fait venir, effectivement, vous voyez, des travailleurs chinois. Les Anglais sont dans la même logique. L'Empire a besoin d'hommes et effectivement, le vieux lion, c'est-à-dire l'Angleterre, est aidé par les jeunes lions, c'est-à-dire les principales colonies, l'Australie, le Canada, l'Inde, la Nouvelle-Zélande. Et vous avez des combattants indiens qui viendront, etc. Alors toutes les usines vont se convertir aussi dans la production militaire. Bon, Renault, vous savez, ou pas d'ailleurs, que les premières automobiles Renault sont construites au début du XXe siècle. Hein. L'automobile, c'est une invention du début du XXe siècle. L'automobile et les camions. En 1914, Renault produit surtout des voitures et des camions dans des quantités raisonnables. Eh bien, Renault va changer, pas tout, mais une grande partie de sa production de guerre, puisqu'ils vont diminuer leur production de voitures. Pourquoi? Parce que les voitures sont pas très utiles pour le front, mais ils vont se mettre à construire énormément de camions pour ravitailler le front, et des chars d'assaut, des moteurs, des obus, etc. C'est-à-dire que Renault, qui était un fabricant automobile, va se mettre à devenir un fabricant militaire. D'accord? Et toutes les entreprises, Citroën fera la même chose, et partout. Par exemple, une entreprise qui faisait des boîtes de conserve, je sais pas moi, imaginez des pêches au sirop, va se mettre à faire des rations militaires pour que le front soit soutenu. Vous comprenez? Tout le monde se convertit. Et alors comme tout ça coûte cher, parce qu'il faut financer la guerre, alors on avait prévu des budgets, hein. Une guerre c'est très simple, le Parlement vote, le gouvernement vote un budget à l'armée en disant voilà, tous les ans les militaires ont tant d'argent. Sauf qu'une fois qu'une guerre commence, on n'a jamais assez d'argent. Et pour inviter les gens à soutenir la guerre, et parce qu'il faut la payer cette guerre, eh ben on lance ce qu'on appelle des grands emprunts. C'est quoi un emprunt? C'est très simple. Vous demandez aux Français de prêter de l'argent. L'État dit prêtez-moi de l'argent. Avec cet argent, je vais pouvoir acheter des armes, des canons, de la nourriture, tout ce que vous voulez pour soutenir la guerre. Et une fois que la guerre aura été gagnée, on vous remboursera. Ce qu'on appelle les grands emprunts. Et il y en a tous les ans. Et on n'a jamais assez d'argent parce qu'il faut acheter du matériel, des vivres. On manque de tout si vous voulez. Alors vous voyez, par département au niveau national, on va rivaliser d'imagination pour les affiches. Hein. Celle-là est célèbre, on voit un militaire qui dit « Ohé les braves gens, versez votre or, nous versons notre sang ». Donc effectivement, vous avez un parallèle qui est fait entre l'or que possèdent les gens, donc donnez votre or à l'emprunt, parce que nous, c'est pas de l'or, dit le poilu qu'on donne, c'est notre sang. Donc vous voyez, il y a un échange symbolique qui se fait. Vous avez une grande propagande qui se met en place. La propagande, c'est le fait qu'on fait c'est la publicité massive pour une idée ou pour une cause. Alors souvenez-vous, rien d'allemand, rien des Allemands. Hein. Pendant toute la Première Guerre mondiale, les Allemands vont être présentés comme des gens diaboliques. Vous verrez après pourquoi.
Vous aurez des exemples. Et encore une fois, souscrivez à l'emprunt de libération, d'accord, où là on voit une Alsacienne qui regarde le brave poilu qui attend sa libération, et une petite Marianne qui regarde le drapeau français abîmé, mais toujours debout, en disant l'emprunt de libération, libération de quoi? De l'Alsace-Lorraine, hein. Mais c'est toujours l'emprunt de guerre, donnez de l'argent. Versez votre or, l'or combat pour la victoire, et là on voit un franc de l'époque qui écrase un soldat allemand. Bon, vous voyez, prendrez le temps de regarder ces affiches, elles sont assez claires. Alors la propagande, j'en parlais. La propagande, c'est ce qu'on appelle propagande, c'est la publicité qui est faite par un État pour défendre sa politique. En cas de guerre, c'est très simple. C'est quand on vous dit l'ennemi est totalement diabolique. Donc pendant la Première Guerre mondiale, mais pendant toutes les guerres, il y a de la propagande. Il faut montrer que la guerre est absolument juste, qu'on a raison, qu'on est dans le camp du bien, et que l'adversaire est un monstre. Pourquoi c'est un monstre? Parce qu'on demande à nos hommes de tuer. Donc, quand vous demandez à vos soldats de tuer des gens qu'ils ne connaissent pas, il faut leur expliquer que ces gens-là sont maléfiques. Donc la propagande, ça sert à ça. Alors là, vous voyez un soldat allemand qui massacre un enfant. On fait des affiches, les Français mangent du bon pain blanc, et les Boches, le surnom qu'on donne aux Allemands, je vous laisse montrer. Alors c'est pas fin la propagande toujours, hein. Mais le but c'est soit de moquer l'autre, ou alors de le ridiculiser. Un Allemand, ça n'a l'air de rien, et cependant, c'est féroce, destructeur, combatif, ça vole, c'est individuel, c'est égoïste, etc. Et les Anglais, dans tous les pays, rassurez-vous, entre guillemets, on se livre à ça, hein. Je vous montre des affiches en français et en anglais parce que vous pouvez les comprendre plus facilement, mais vous en avez dans tous les pays engagés. Ce que je vous dis là, qui est vrai pour la France, est vrai pour l'Angleterre, pour l'Allemagne, pour la Russie. Tous les pays sont dans une guerre totale. Donc là, Beat Back the Hand with Liberty Bonds. Liberty Bonds, c'est le nom des emprunts qui étaient donnés en Angleterre. Les emprunts de la liberté, d'accord? Et donc détruisez cette brute folle. L'Allemand est présenté sous la forme d'un gorille, un monstre qui emmène une jeune Anglaise. Donc là, on l'animalise, pardon. Et les Allemands, pareil, le slogan à l'époque, c'est l'Allemagne au-dessus de tout. Donc c'est très clair, l'Allemagne doit écraser tout le reste. Vous voyez, vous prendrez le temps, vous les regarderez, elles sont assez claires. Alors cette guerre totale, c'est aussi une guerre où on a des progrès scientifiques qui se font. Je vous avais parlé la dernière fois, en 1918, l'arrivée des armes nouvelles. L'aviation avait commencé avant la guerre de 14, mais là, elle va être considérablement développée. Pourquoi pas encore trop l'aviation de combat? Ce que permettent les avions à l'époque, c'est principalement de la reconnaissance, c'est-à-dire du renseignement. Ça permet de survoler le front, de savoir où sont les troupes, de prendre des photos, de voir les points faibles. Donc c'est absolument fondamental. De plus, vous avez les chars qui sont mis au point, et les premiers chars, c'est les chars Renault. Vous voyez, ils sont lancés, date du projet, en 1916. En avril 17, il y a les premiers essais. À partir de 1918, ils sont utilisés et ils vont permettre la victoire à l'armée française. Et donc la France se couvrira d'affiches qui évoquent le thème de la guerre. Mais il ne faut pas oublier non plus, je dis que la guerre était totale, vous voyez que même les animaux seront utilisés. Tout ce qui peut servir à la guerre doit servir à la guerre. Donc aucune force ne doit être négligée. On fera même venir d'Algérie des ânes pour transporter du matériel. Pourquoi est-ce qu'on ne le fera pas en camion? Vous vous rappelez le no man's land des tranchées? Ce sont des zones qui sont bombardées en permanence. Donc la terre est retournée, c'est pas du tout praticable. Et pour le coup, utiliser des animaux permet d'évoluer dans ce terrain qui est très accidenté et très difficile. Finalement, tout est résumé par cette affiche anglaise. Are you in this? Est-ce que vous en êtes? On voit un passant qui passe là, qui regarde quoi? La femme qui fait les munitions, la femme qui est infirmière, un homme qui travaille à l'usine pour produire de l'armement, un fantassin, un combattant naval avec son canon, un enfant qui aide, qui amène du courrier, c'est un scout qui va aider le soldat, et on lui demande, et toi, qu'est-ce que tu fais pour ça? Effectivement, tout le monde doit participer à l'effort de guerre. C'est ce qu'on appelle la guerre totale, ce qui fait que la société est mobilisée dans cette guerre totale. Il ne faut pas oublier une chose, quand on parle de la propagande, j'ai oublié de le mentionner, mais là je vous le dis, ce qui se met en place aussi, c'est la censure. C'est quoi la censure? C'est quand on interdit la diffusion de certaines informations. Lesquelles? Toutes les informations qui peuvent décourager, démotiver les gens. C'est pour ça que vous avez, dans toutes les images que je vous ai montrées, vous n'avez vu dans les images françaises aucune image négative, vous voyez que des combattants héroïques.
On ne vous montre pas les souffrances des hommes. Pourquoi on ne vous les montre pas? Parce qu'il ne s'agit pas de démoraliser la population. On ne vous montrera que des gens héroïques pendant la guerre de 14. On sait que les hommes souffrent, hein, mais surtout, il ne faut pas parler de ce qui peut démoraliser les troupes. Donc on a de la censure et de la propagande, des emprunts de guerre. Les femmes prennent la place des hommes qui sont partis au front, elles sont infirmières ou marraines. Dans les colonies, on a des tirailleurs sénégalais, donc des troupes coloniales qui sont réquisitionnées. On a des travailleurs qui viennent d'Indochine. L'économie est orientée vers la production de guerre, c'est-à-dire on ne travaille que pour la guerre. Et les habitants souffrent de pénuries dans les zones occupées et à l'arrière aussi, vous avez des violences continues. Voilà, je vous remercie.